Donc, changement d'état d'un corps pur. On va étudier deux diagrammes. Le premier diagramme, c'est le diagramme pression-température. C'est-à-dire, on va mettre dans l'axe des ordonnées la pression et dans l'axe des abscisses la température. On va étudier le cas d'un corps pur. C'est un cas particulier de la matière. Donc, un corps pur, c'est quoi? Donc, c'est un corps constitué d'un seul type d'atomes ou de molécules, par exemple Cl2 tout seul, ou O2 tout seul, ou Fe, ou H2O, ou CO2. Donc ça, c'est un corps pur. Donc, quels sont les états physiques de la matière? On a trois états physiques, solide, liquide et gaz ou vapeur. Donc, on va étudier ces changements d'état, le passage du liquide au solide, du solide au liquide, ainsi de suite, pour un corps pur. On va étudier surtout le cas d'un corps pur parce que c'est particulier. Donc, le passage du solide au liquide, on l'appelle fusion. Du liquide au solide, c'est solidification. Du solide au gaz ou vapeur, c'est sublimation. Oui. Donc, il y a un passage, il y a des conditions expérimentales où le solide peut passer directement à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. Et puis, la condensation, gaz, transformation gaz solide, vapeur solide. Et puis, vaporisation, transformation du liquide au gaz, ou liquéfaction ou condensation liquide du gaz au liquide. On va commencer par la transformation liquide, liquide vapeur. Et on va généraliser pour toutes les autres transformations. Donc, on va étudier le diagramme pression-température liquide-vapeur, c'est-à-dire on va tracer hein, euh, dans le plan pression, dans le plan pression-température, les domaines d'existence du liquide et de la vapeur. Pour cela, on trace ce qu'on appelle la courbe d'analyse thermique. Donc, comment on fait ça? Donc, à pression constante, par exemple, on prend un corps à l'état liquide. Hein. Par exemple, on prend le cas particulier, la pression égale la pression atmosphérique, et on le chauffe. Et on suit sa température. Bon, θ ou T. Sa température au cours du temps. Comment évolue la température du liquide sous la pression atmosphérique au cours du temps. Ça, c'est un cas particulier, c'est-à-dire on prend la pression atmosphérique. Mais on peut faire ça dans une enceinte où on peut fixer la pression comme on veut et on étudie la même évolution. Donc, comment quelle est la température, comment évolue la température avec le temps. Donc, l'échauffement se fait d'une manière régulière. On trouve une courbe qu'on appelle la courbe d'analyse thermique. Et on constate quoi? C'est des portions de segments. Donc A constitué de trois parties. Donc AB, on constate que dans cette partie, on a l'état liquide. Là, on a liquide plus vapeur. C'est un équilibre liquide-vapeur. Et là, on a la vapeur toute seule qu'on appelle la vapeur sèche. Donc, à pression constante. Donc, à pression constante, on peut constater, donc c'est là la partie qui caractérise le changement d'état. Donc, la température reste constante. Par exemple, si on appelle ça P1, T1. Donc, la température augmente avec le temps, au cours de l'échauffement, mais au commencement du changement d'état, la température reste constante tout au long du changement d'état jusqu'à transformation totale. Donc ce point B, ça correspond à quoi? B, ça correspond à l'apparition de la première bulle de vapeur. Et c'est disparition de la dernière goutte du liquide.
Bon. Donc là, c'est l'échauffement du liquide. Là, c'est mélange liquide-vapeur, c'est-à-dire on a équilibre liquide, on voit les deux. Là, on voit le liquide et sa vapeur au-dessus. Hein. Mélange liquide-vapeur, et là, c'est la vapeur toute seule. Sur ce palier, la vapeur, on l'appelle vapeur saturante. Et dans ce cas, cette pression, on l'appelle pression de vapeur saturante, hein, noté P étoile. Après, on va voir ça dans le diagramme PV. Et cette vapeur toute seule, on l'appelle la vapeur sèche. Donc, AB, c'est échauffement du liquide. BC, palier de changement d'état ou palier de vaporisation. Hein. Et CD, échauffement de la vapeur sèche. CD, échauffement de la vapeur sèche. Hein. Donc, BC, le segment BC, on a vapeur saturante, hein, pression P étoile, hein, ou PSAT, et CD, vapeur sèche. Non. Donc là, c'est un constat très important pour un corps pur. Donc on voit que sa température reste constante. Ben, l'expérience se fait à pression constante. Elle reste constante tout au long du changement d'état. Donc maintenant, pour tracer le diagramme pression-température, c'est-à-dire on va chercher les couples pression-température. C'est-à-dire pour chaque pression, on va chercher cette température-là. Pour chaque, par exemple, P1, on va déterminer P1 d'une manière expérimentale. Puis on va varier la pression. P2, on va chercher T2, le deuxième palier, troisième palier, quatrième palier, ainsi de suite. Et on rassemble tout ça dans un diagramme, qu'on appelle le diagramme pression-température. Donc diagramme pression-température liquide-vapeur. On fait la même expérience pour différentes valeurs de pression et on trace pression-température. On trouve une courbe comme ça, délimitée par deux points, C et ce point-là. De ce côté, on a le liquide et de ce côté-là, vapeur. Donc sur cette courbe de saturation, ça correspond à quoi cette courbe de saturation? Ça correspond au couple pression-température. Donc P1, T1, ça sera là par exemple. T1, P1, puis on fait une autre expérience, on aura T2, P2, ainsi de suite, pour plusieurs expériences. Donc cette courbe de saturation est limitée par deux points. Ces deux points, le premier point, on l'appelle le point triple, point triple, point triple. Ça correspond à quoi? On a solide, plus liquide, plus vapeur. Les trois états en même temps en équilibre. Les trois états. Après, je vais vous montrer une vidéo qui montre ces trois états de la matière à des conditions. Donc, c'est un point très important avec des conditions P triple, T triple, P triple. Donc ça, c'est un point unique. Chaque corps pur a un point unique appelé point triple. Il ne change pas. Tu fais l'expérience en France, au Maroc, en Australie, tu trouves la même chose. La même chose ici, donc on a ça le premier point. Coexistence des trois états de la matière en même temps en équilibre. Et puis on a le point critique, C. C, point critique. Ce point critique, au-delà de ce point critique, c'est-à-dire dans cette région, on ne voit plus de changement d'état liquide-vapeur. Ce domaine-là, on l'appelle fluide. On ne peut pas distinguer entre le fluide, entre le liquide et la vapeur. On l'appelle fluide supercritique. Donc c'est un point unique. Chaque corps pur est là, le point triple, et il a le point critique. Au-delà du point critique, on ne peut pas distinguer, il n'y a pas de changement d'état liquide-vapeur. C'est un fluide, c'est un mélange des deux qu'on appelle fluide
supercritique, il a des applications très importantes dans le domaine pharmaceutique ou au domaine de l'agroalimentaire surtout, pour extraire des arômes, etc. Donc on utilise surtout le CO2, le CO2 utilisé dans les boissons gazeuses. Donc c'est un CO2 là, qu'on dissout dans l'eau sous forme. Donc on utilise le fluide supercritique. Après, je vais vous montrer une vidéo du fluide supercritique. Donc ça, c'est le diagramme liquide-vapeur. Donc sur cette courbe, la pression correspondante, on l'appelle pression de vapeur saturante. Pression, chaque pression de cette courbe, c'est une courbe de saturation, c'est-à-dire sur cette courbe, on a liquide plus vapeur en équilibre. Bon. Maintenant, on peut utiliser par exemple, le changement d'état. On est en ce point-là. On a une pression, une température donnée. On peut, par exemple, augmenter la température à pression donnée. Hop, cette température, c'est la température de changement d'état. On peut dire que les couples pression-température sont des couples uniques. Donc chaque pression correspond à une température de changement d'état. Donc je peux prendre en ce point, je chauffe, hop, ça c'est la température de changement d'état. Je peux faire la même chose, par exemple, je suis ici, l'état vapeur, j'augmente la pression à température constante et je peux changer l'état. Donc je peux changer l'état soit en augmentant la température à pression constante ou en augmentant la pression à température changeante, sans changer la température. Gardons, c'est-à-dire en utilisant un thermostat, on peut augmenter la pression et on change l'état physique. On passe de la vapeur au liquide, ça. Ou comme ça. Ça c'est l'échauffement, ça c'est la compression. Ou une détente. Dans ce sens, c'est la détente. De là à là, c'est la détente. De là à là, c'est la compression. Là, c'est l'échauffement. Là, c'est le refroidissement. Bon. Donc, on fait la même chose pour les autres états physiques, c'est-à-dire les autres changements. Donc, et on représente le diagramme, total, tout le diagramme, pression, température d'un corps pur. Donc, donc on a deux. Donc, on a un cas particulier, pression, température. Donc, je commence par le cas général. Là, c'est le point triple. Donc là, c'est solide, liquide, vapeur, et là, c'est le point critique. Au-delà du point critique, c'est le fluide supercritique. Là, c'est une demi-droite qui sépare. Donc ça, c'est la fusion, solide-liquide dans ce sens, fusion dans ce sens, c'est la solidification. Solidification, fusion. Là, c'est-à-dire, là, c'est la pression du point triple, température du point triple. C'est-à-dire, en bas, quand la pression est inférieure à la pression du point triple, je peux passer du solide à la vapeur directement. C'est la pression. Selon la valeur de la pression, on peut passer soit du solide à la vapeur directement, comme ça, ou pour passer du solide à la vapeur, comme ça. Solide, liquide, vapeur. Ce changement, dans ce sens-là. C'est-à-dire, au début, je suis là, j'augmente la température à pression constante, je transforme en l'état liquide, puis l'état vapeur. Ça, c'est le cas général, cas général du diagramme pression-température d'un corps pur. Le cas particulier, c'est celui de l'eau. Pourquoi? Parce que la particularité de l'eau, c'est qu'il a, après on va montrer ça à l'aide de la formule de Clapeyron, là, cette pente négative. Solide, liquide, vapeur. Ça, c'est le point triple, point critique. Et là, la courbe de saturation solide, liquide, elle a une pente négative. Pourquoi? Parce que le volume, le volume de la même masse solide, c'est-à-dire de la glace, il prend un volume plus grand. Il prend un volume plus grand. Du coup, la dérivée de la pression par rapport à T, c'est la formule de Clapeyron, est négative. Donc la pente est négative. Donc, à l'aide de ce diagramme, on peut déterminer pour chaque valeur de pression la température de changement d'état. Solide, liquide, par exemple la fusion elle est là, la vaporisation elle est là, la sublimation est là. Donc on peut dire que pour chaque pression existe une température unique de changement d'état. C'est pour ça que par exemple, lorsqu'on vous dit, on vous demande la température de fusion de la glace, vous dites 0 Celsius.
bah, ça c'est à pression atmosphérique. Hein. En atmosphère, 0 Celsius. Mais si on change la pression, on aura une autre, hein, puis fusion, une autre température. Donc selon, hein, la pression, hein, on a une température de changement d'état différente. Et on peut lire, par exemple, le changement d'état soit dans ce sens, soit dans ce sens, soit dans ce sens. Hein. Et lorsqu'on peut rencontrer le liquide, lorsqu'on passe du solide vers la vapeur, ou on passe directement, c'est selon, hein, les conditions de pression et température. On peut dire que, hein, il suffit de donner la température du changement d'état parce que la pression est fixée par la nature. Hein, pour chaque température, il existe une seule pression. Donc, c'est pas la peine de dire changement d'état à température à pression telle, parce que connaissant la température, la pression est connue. C'est pour ça qu'on dit que c'est un système monovariant. Une seule variable suffit de connaître, hein, le système lors du changement d'état. Donc, diagramme, pression, vapeur, hein, pression, vapeur, liquide, vapeur. Pourquoi liquide, vapeur? On va s'intéresser à l'état fluide, parce que les machines thermiques utilisent des fluides, des corps purs. Donc, il faut savoir comment évolue la pression, la température, le changement d'état du corps pur dans des parties de la machine. Donc, comment étudier l'évolution de la pression avec le volume petit v, c'est le volume massique, le volume de 1 kg. On prend 1 kg, on fixe la température à l'aide d'un thermostat et on étudie l'évolution de la pression avec le volume total. Hein, là, c'est la phase vapeur et là, c'est la phase liquide. Vapeur, liquide, ça peut être que le liquide ou que la vapeur. Après, on va voir. Hein, donc, c'est ça notre système, c'est ce fluide-là. Hein. Donc, on fait déplacer le piston, hein, vers le haut, la pression diminue. Hein, donc, ça, c'est un manomètre qui mesure la pression. Et on détermine, hein, à l'aide, hein, des graduations, le volume total du système. Après, on trace ce qu'on appelle l'isotherme, T constant, l'isotherme d'un druse, hein, l'isotherme d'un druse, d'un corps pur, liquide, vapeur. Donc, qu'est-ce qui se passe? On prend, hein, par exemple, au point A, à grande pression, donc on n'a que l'état liquide, hein, et on fait diminuer la pression, c'est une dilatation du liquide, hein, jusqu'à le point L. Au point L, on atteint la pression de changement d'état qu'on a déjà vu dans le diagramme pression, hein, le diagramme pression température, c'est-à-dire, hein, une pression à une température donnée, une pression de changement d'état. Quand on atteint cette pression, la pression de changement d'état, hein, apparition, hein, de la première bulle de vapeur. Puis le changement d'état se fait à pression constante, parce que T est constante. On avait dit que pour chaque pression existe une température de changement d'état. Et l'inverse est aussi vrai. À une température, il n'existe qu'une seule pression de changement d'état. Donc c'est des couples uniques. Une fois on a une température, on a fixé avec le thermostat une température, on va trouver une pression donnée. Donc là, c'est le palier de changement d'état, palier de, on va dire, de vaporisation, hein, à température constante. Pression reste constante tout au long du changement d'état. V, c'est la disparition de la dernière goutte du liquide. Et puis, c'est une détente de la vapeur sèche. La vapeur en équilibre avec le liquide, on l'appelle la vapeur saturante. Cette pression correspondante de changement d'état, hein, surtout liquide-vapeur, est appelée pression de vapeur saturante. L'axe des abscisses, c'est le volume de 1 kg. On utilise 1 kg, hein, pour avoir une grandeur intensive. Hein. C'est V sur M, c'est 1 sur ρ, sur la masse volumique. Et là, c'est la pression, donc de grandeur pour ne pas se préoccuper de la quantité. On utilise une grandeur intensive. Puis, pour tracer le diagramme PV, donc ça c'est la pression volume, hein, à une seule température. Donc, on va faire la même expérience pour différentes températures. On va tracer les différents isothermes. Hein. Par exemple, le premier, on va trouver comme ça. Puis le deuxième, on va trouver comme ça, ainsi de suite. Hein. Après, on va rassembler les points. Par exemple, ça c'est L1, L2, V1, V2. Ça nous donne une courbe
de saturation, comme ça. Hein. Au haut de cette courbe, on a le point critique C. Hein. Et en bas, ça, il est délimité par le point, hein, par le point triple. Hein. Donc ça, c'est en bas, parce qu'en bas, c'est le solide. Là, on parle du mélange liquide-vapeur. À gauche, hein, cette partie-là est appelée courbe d'ébullition. Et celle-ci, courbe de rosée. Ébullition, rosée. Donc ces points, ça correspond à quoi? C'est la courbe d'ébullition, ça correspond aux points LI. Hein, les LI. Et rosé, c'est les VI. Hein, ces points-là qui séparent le mélange à la vapeur. Et là, les LI séparent le liquide, hein, du mélange liquide-vapeur. Donc on peut maintenant tracer le diagramme. Hein, tout le diagramme. On va trouver différents isothermes. Donc ça, c'est le point triple, T triple. Par exemple, là, c'est T1, par exemple, comme ça. Et là, c'est le point critique. TC, point critique. Au-delà, là, c'est le fluide. Donc, cette région, là, le fluide super critique. Dans ce domaine, on voit que des segments qui correspondent, hein, à la dilatation du liquide. Donc, cette région, on a le liquide. Dans cette région, c'est les paliers. Donc, c'est liquide plus vapeur. Et là, c'est que les détentes de la vapeur. Donc là, c'est la vapeur. Hein. Donc, on peut dire qu'on a trois régions. Région du liquide, à gauche de la courbe d'ébullition. À l'intérieur de la courbe de saturation, c'est le mélange liquide-vapeur. Et à droite de la courbe de rosée, hein, la courbe rouge, hein, là, c'est le domaine de la vapeur sèche. Vapeur saturante, vapeur sèche. À l'intérieur, c'est la vapeur saturante. On mélange avec, on équilibre avec le liquide. À gauche, c'est-à-dire la vapeur toute seule, on l'appelle la vapeur sèche. Non, on va voir comment évoluent les fonctions d'état lors des changements d'état, surtout le changement d'état liquide-vapeur. Par exemple, on commence par l'enthalpie de changement d'état. Puisque le changement d'état à une température T se fait à pression constante, hein, la chaleur reçue égale delta H. On a déjà montré que QP égale delta H. Hein, donc le changement d'état, hein, c'est l'énergie transférée à un corps pour lui changer la température. Hein. On l'appelle aussi la chaleur latente. Hein, chaleur latente pour 1 kg. Hein, pour 1 kg. L, c'est H. Hein, par exemple, changement d'état phi1, phi2, c'est-à-dire liquide-vapeur ou solide-liquide ou n'importe quel changement d'état, c'est H, hein, phi2 moins H phi1. Donc ces deux grandeurs sont, même si on est dans un mélange, chaque état physique elle a son enthalpie massique. L'enthalpie massique de la vapeur est différente, hein, de l'enthalpie massique du liquide. Et on trouve ça dans les tables thermodynamiques, c'est-à-dire c'est des données qu'on vous donne dans les tableaux. Donc chaque étape, on signale ici que la température, hein, parce que la pression, on a déjà que c'est fixé, hein, par la nature. À une température donnée, existe une pression de changement d'état. C'est-à-dire là, c'est des grandeurs de changement d'état. H, vapeur, H, hein, H, par exemple, L, vaporisation, c'est H vapeur moins H liquide à la température T. C'est la chaleur latente de vaporisation. Hein, il est en joules, kilogramme, moins 1. Si on a une masse différente de 1 kg, on multiplie par la masse, M fois M. Hein, c'est la chaleur reçue par la masse M pour lui changer la température, hein, c'est-à-dire pour lui changer l'état physique à la température T. C'est-à-dire, c'est le passage, c'est l'énergie qu'il faut transférer à 1 kg pour qu'il passe de ce point-là, hein, de ce point-là à ce point-là. Hein. C'est la chaleur latente, c'est l'énergie qu'il faut transférer à 1 kg pour qu'il se transforme, hein, du point L sans, hein, on voit qu'il n'y a pas de changement de pression ni de tension fixe. Hein. Les deux grandeurs restent fixes au cours du changement d'état jusqu'à ce qu'il y ait changement total. Donc cette énergie transférée, hein, ou là,
ou l'énergie reçue, hein, il est utilisé pour changer l'état, sans variation de la température ni de la pression. Ça, c'est des particularités du corps pur. La même chose, on peut déterminer euh, delta S, hein, puisque P est constant, donc dP, dH égale dS plus VdP, hein, dP égale à 0, donc dS, hein, dH égale T dS, donc dS c'est H sur T, puisque T au cours du changement d'état reste constant, donc delta S c'est delta H sur T. La même chose, ces grandeurs sont données dans l'état. C'est toujours relative à 1 kg. C'est pour ça qu'on écrit les grandeurs minuscules. H minuscule, hein, S minuscule pour 1 kg. Hein, elle est en joules, kilogramme moins 1, Kelvin moins 1, hein, relatif à 1 kg. Donc ça, c'est l'entropie du changement d'état, c'est-à-dire l'entropie, hein, la variation d'entropie entre ces deux points, entre ce point et ce point-là. Hein, la variation de l'entropie du système lorsqu'il passe du point L2 à V2. C'est delta S de vaporisation. C'est H vapeur moins H liquide sur T, à la température T. La même chose, pour une masse M, il faut multiplier par la masse. Pour l'énergie interne, on utilise la relation H égale U plus PV. Pour une masse, hein, ça c'est pour une masse M, hein, si on divise par la masse pour trouver les grandeurs massiques, hein, le grand H devient petit h, le grand U devient petit U et V devient petit v. Hein, c'est des grandeurs intensives. Bon. Donc delta H égale, puisque P au cours du changement d'état reste constante, hein, delta H égale delta U plus P delta V. Donc delta U égale delta H moins P delta. Par exemple, pour la vaporisation, hein, ce qui nous intéresse le plus pour les machines thermiques. Donc delta U de vaporisation égale L vaporisation moins P étoile, bah, parce que c'est le changement d'état liquide-vapeur, la pression devient une pression de vapeur saturante, VV moins VL. Hein. Si on voit ici, sur le diagramme, si on est loin, donc ça, sur le diagramme, on peut prendre, par exemple pour cette courbe-là, hein, ça c'est volume massique du liquide, et là, c'est le volume massique de la vapeur. Hein. On prend du diagramme, PV, on peut tirer V vapeur, V liquide. Hein, lorsqu'on est loin du point critique, hein, les deux grandeurs sont, hein, on peut négliger V vapeur, V liquide. V vapeur est très grand devant V liquide. Plus on s'approche du point triple, V vapeur devient très grand devant V liquide. Et on peut, dans ce cas, hein, dans ces conditions, prendre V vapeur très supérieur à V liquide. Et on peut écrire delta U vaporisation égale L vaporisation moins P étoile, hein, V vapeur. P étoile, V vapeur. Bon. Maintenant, on va déterminer les grandeurs massiques d'un mélange. Hein. Supposons qu'on a le point M sur le diagramme PV. Toujours, on parle du mélange liquide-vapeur. On a le système, hein, qui a une masse M, un volume V. On a un mélange liquide-vapeur qui correspond au point M. Et on veut déterminer les grandeurs massiques, hein, du système, c'est-à-dire à cet état, c'est-à-dire qui correspond au point M. C'est-à-dire on va déterminer le volume massique, l'enthalpie massique et l'entropie massique. Parce que les V liquide, V vapeur, H liquide, H vapeur, S liquide, H vapeur sont donnés dans les tables ou à partir du diagramme, on va voir ça après. Donc, on va prendre le système, hein, constitué de la vapeur plus le liquide. Hein. Donc, on va définir ce qu'on appelle les titres massiques ou les pourcentages du liquide et de la vapeur. Donc, pourcentage du liquide au titre massique du liquide. Hein. Titre massique du liquide, c'est X liquide égale M liquide sur la masse totale. M de la phase liquide divisé par la masse totale. Et X vapeur, c'est M vapeur sur la masse totale. X liquide plus X vapeur égale à 1. Hein, c'est des pourcentages. Donc, on va définir les grandeurs massiques de chaque phase. Pour la phase liquide, c'est le volume, hein, pour la phase liquide, c'est le volume du liquide
ce volume-là divisé par sa masse. Et pour la vapeur, c'est ce volume-là divisé par sa masse. Et pour le mélange, c'est ce volume total divisé par la masse totale. Et si les grandeurs intensives ne sont pas additives, on va utiliser les grandeurs extensives, c'est-à-dire le volume. Le volume total, c'est le volume de la vapeur plus le volume du liquide. Ce V, grand V, c'est les grandeurs extensives. Les petits v, les grandeurs intensives. Donc V égale V, la partie liquide, plus le volume de la partie vapeur. Après, on va remplacer par ces grandeurs-là. Donc V, c'est M fois V. V liquide, c'est M liquide fois V liquide. V vapeur, c'est M vapeur fois V vapeur. Puis on divise par la masse. Ça nous donne M liquide sur M vapeur sur M, qui ne représente que les X. X liquide, V liquide, donc le volume massique du mélange, c'est-à-dire au point M, le volume massique, ce point-là, c'est-à-dire si on veut déterminer à partir du diagramme, il faut juste projeter sur l'axe des abscisses, on trouve le volume massique. Donc, V du mélange égale X liquide, V liquide, plus X vapeur, V vapeur. Ces deux grandeurs, V liquide, V vapeur, ne changent pas sur le palier. Mais celui de mélange change. Ce volume V change. Mais V liquide, V vapeur ne change pas parce que la pression et la température sont constantes. Puisque V, c'est 1 sur ρ. Pression, température constante, donc ρ constante. Et bon, donc, sur le palier, ce VL, c'est-à-dire le volume massique de la partie liquide et le volume massique de la partie vapeur sont constants. Mais le volume massique du mélange dépend de la proportion liquide-vapeur. On peut faire la même chose pour H, H massique du mélange, par exemple. Là, c'est ce qu'on appelle un diagramme enthalpique, pression, enthalpie massique, température constante, là c'est une isotherme, la même chose, on a le domaine du liquide, courbe de saturation, le point C, vapeur, liquide, vapeur, là c'est une isotherme, T constante sur cette courbe-là. Là c'est le liquide, mélange liquide-vapeur, vapeur. La même chose, on peut prendre, là c'est H vapeur qui est aussi constant sur le palier, H, là c'est H liquide, et là c'est H vapeur, et là on peut déterminer à partir du diagramme H du mélange, ce mélange-là, H de son mélange, ce mélange liquide-vapeur, caractérisé par le point M. La même chose, on peut prendre au lieu de V, grand H, H du système, c'est H de la partie vapeur plus H de la partie liquide, on définit la même chose, donc H liquide, c'est toujours H grand H, donc H petit h, c'est H sur M, H du liquide, c'est H de la partie liquide sur M liquide, et H de la vapeur, c'est H de la partie vapeur divisé par la masse de la vapeur. Donc on trouve par le même raisonnement, on trouve H au point M, caractérisé par la température T. Donc là, il faut définir la proportion, parce que ça change sur le palier. Donc c'est X liquide, H liquide, plus X vapeur, H vapeur. Ces deux grandeurs sont constantes sur le palier. On peut soit les déterminer à partir là du diagramme, H liquide, H vapeur, ou à partir des tables, on vous donne un tableau avec les températures et les grandeurs massiques. Après, on peut remplacer, puisque X liquide plus X vapeur égale à 1, donc on peut écrire X liquide égale 1 moins X vapeur. On remplace, ce sera H égale 1 moins X vapeur H liquide plus X vapeur H vapeur, donc égale H liquide plus X vapeur fois H vapeur moins H liquide. Et H vapeur moins H liquide n'est que, on a déjà défini ça, c'est L de vaporisation. L vaporisation, c'est H vapeur moins H liquide. C'est deux grandeurs qu'on détermine soit à partir du diagramme, soit à partir des tables. Donc c'est égal H TXV égale H liquide plus X vapeur fois L vaporisation à la température T. Donc H du mélange égale H du liquide plus X vapeur, c'est-à-dire la quantité qu'il faut fournir pour passer de point L au point M, c'est X
vapeur fois L vapeur, parce que l'évaporisation, c'est de L à V. C'est H, HV moins HL. HV moins HL, c'est L. De là à là. Hein. Delta H de L à V, c'est HV moins HL. C'est enthalpie de vaporisation. De L à M, c'est X vapeur. Hein. Cette partie-là, c'est X vapeur fois LV. On peut écrire ça. Hein. Cette partie-là, hein, pour passer de L à M, c'est X vapeur fois L vaporisation. Et de là à là, ce qui reste, c'est-à-dire soit 1 moins XV fois L vapeur, ou la XL, hein, cette partie-là, hein, c'est X liquide fois L vaporisation. À la température T, hein, à la température T. Là, on parle de... Si on prend une autre isotherme, on va trouver d'autres grandeurs, hein, d'autres valeurs de H. Donc, sur le palier, les HL et HV sont constantes, mais le H du mélange change selon les proportions. Donc, soit on exprime H, X liquide, X vapeur, H vapeur, ou H liquide, plus la quantité d'énergie qu'il faut fournir pour transformer une partie en vapeur, c'est-à-dire H liquide plus X vapeur fois L. Si on veut déterminer le delta H de là à là, ce sera X liquide fois L, ou 1 moins XV fois L. Hein? Donc là, X liquide égale à 1, X vapeur égale à 0. Là, on a X liquide, X vapeur. Là, c'est X liquide égale à 0, X vapeur égale à 1. C'est-à-dire, là, on n'a que la vapeur. Là, on n'a que le liquide. Là, on l'appelle liquide saturant. Là, c'est la vapeur saturante sèche. La même chose dans les autres parties. La même chose ici, hein, pour S, près, par exemple. Là, c'est le diagramme entropique. Hein. On a T et S. T et S, on a le point M. La même chose, ça c'est S liquide. On peut déterminer à partir du diagramme. On va partir, là c'est X liquide égale 1, X vapeur égale à 0. Là c'est X liquide, X vapeur. Là c'est X liquide égale à 0, X vapeur égale à 1. C'est-à-dire là il n'y a que la vapeur, il n'y a que le liquide. Et l'intérieur, c'est-à-dire on a le mélange liquide-vapeur. Donc S au point M, c'est X liquide, S liquide, plus X vapeur, S vapeur, ou on peut écrire X vapeur égale 1 moins X liquide, on trouve S égale S liquide plus X vapeur, S vapeur moins S liquide, qu'on a déjà montré, c'est égal à ça, hein, c'est L sur T, c'est égal S liquide plus X vapeur, L à la température T, hein, de vaporisation sur T. Comme ça, on a déterminé S en ce point-là. Soit à partir des proportions, X liquide, S liquide, X vapeur, L vapeur, ou parfois on vous donne que les L. Et vous devez utiliser cette relation. S liquide fois plus X vapeur fois L vapeur. C'est-à-dire, le passage de ce point L à M, c'est X vapeur, L sur T. Le passage de là à là, c'est X liquide fois L sur T. Donc de là à là, X vapeur, la partie transformée en vapeur, X vapeur fois L sur T. De là à là, X liquide fois L sur T. De là à là, c'est L sur T. De là à là, c'est L sur T. Donc, ce qu'il nous reste. Oui, donc il nous reste le théorème des moments. Donc, comment exprimer les titres massiques en fonction des grandeurs massiques. Donc, on a par exemple, utilisons les volumes. Hein, théorème de Mont, c'est très important. V, c'est X liquide, V liquide, plus X vapeur, V vapeur. En remplaçant X liquide par 1 moins X vapeur, on trouve ça. Hein, donc, X vapeur, la proportion, le titre massique, c'est V moins VL sur V moins L. Que représente V moins VL? Hein, c'est le segment LM. Et que représente VV moins VL? C'est le segment LV. Hein, donc, directement, à partir même en utilisant une règle, c'est L, pour trouver la proportion en vapeur au point M, on prend ce segment divisé par cette distance, divisé par cette distance. Si on veut X liquide, ce sera le reste, c'est MV sur LV. Ça, c'est ce qu'on appelle le théorème des moments. Il nous reste juste une partie simple, hein, on appelle la formule de Clapeyron. Je vous ai parlé avant.
dans le diagramme pression-température, hein, diagramme, hein, c'est ici cette pente-là. Hein, comment déterminer cette pente-là? Donc la formule, hein, donc là c'est pour l'eau, H2O, diagramme PT, là c'est cas général, hein, c'est dP sur dt, hein, dérivé, hein, la pente en n'importe quelle courbe, c'est L de la phase 1 à la phase 2, à la température T, divisé par T, V de la phase 2 moins V de la phase 1. Par exemple, dP sur dt de la vaporisation, hein, par exemple ici, hein, ici par exemple vaporisation, ou on va prendre fusion, hein, fusion au mieux, pour voir la différence, c'est L de fusion à la température T divisé par la température, hein, par T, fois V2 du liquide moins V du solide. Hein. Rho du solide est supérieur à rho du liquide pour l'eau, hein, cas de l'eau. Hein. Donc, V du liquide est supérieur à V. Rho du solide, elle est inférieure. Non, c'est la glace. Elle flotte. Hein, non. Rho du liquide est supérieur au rho du solide, donc V du solide, hein, volume massique du solide est supérieur, parce que c'est égal à 1 sur, c'est supérieur à V du liquide. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a ce terme est négatif, c'est pour ça qu'on a, c'est le cas particulier de l'eau où cette pompe est négative. Après cette courbe, on peut, par étude expérimentale, en intégrant dP avec connaissant L, l'expression de L, pour différentes valeurs de température, on peut modéliser ces courbes. Hein. P, par exemple, on peut citer, par exemple, pour l'eau, par exemple, une fonction, hein, P, hein, par exemple, pour l'eau, hein, en intégrant la formule de Clapeyron, c'est P égale à peu près moins 132, ça c'est expérimental, fois T moins 273. Hein. Donc là, c'est droite, donc on cherche la pompe, puis on intègre. Et par exemple, cette partie-là, hein, pour l'eau, P étoile, c'est égal, hein, ça c'est pour l'eau, P étoile, c'est égal, 1, 13, 10 puissance 6, hein, exponentielle, moins 5200 sur T. Ça, c'est expérimental. Selon les zones, hein, selon les domaines de température, les différents modèles. Après, donc, en interne, on trouve ça, c'est exponentiel. D'autres, par exemple, ça, c'est entre 0 et 150 Celsius. Entre 100 et 200, on trouve P étoile égale θ sur 100, θ en Celsius, puissance 4. Ça, c'est le modèle de Dupré. Hein, et ça, c'est le modèle de Rankine. Hein, c'est des études expérimentales. Selon les domaines de température, on trouve l'équation de ces courbes. Mais on peut déterminer ces courbes juste par expérience. Une fois on trace, on cherche les modèles, on modélise à l'aide de logiciels, on peut modéliser ces courbes. Pour le théorème de Momont, donc il est peut-être utilisé même le diagramme pH, diagramme enthalpique, hein, le diagramme HP, donc enthalpique, XL c'est MV sur LV, et toujours LM c'est H moins HL, MV c'est HV moins H, hein, donc c'est le résultat vérifié par les volumes, et aussi pour les enthalpies ou pour les entropies, c'est la même chose. Et même le diagramme entropique, la même chose. Donc X vapeur, c'est Lm sur Lv, hein, toujours en utilisant les segments, et X liquide, c'est Mv sur L. Maintenant, on passe à la calorimétrie, hein, c'est simple, je pense. Calorimétrie, donc dans un calorimètre, calorifugé, hein, la pression elle est constante, pression atmosphérique. Donc là, on va mettre un thermomètre, il va nous donner la température. Donc initialement, on a une masse M1 d'eau, hein, de capacité thermique massique CE, et on rajoute une masse M de glace, M2, Mg, M2.
M2 de glace, la température, θ2, par exemple, moins 3 Celsius. Et là, c'est la température θ1. On mélange les deux à l'état final. Hein, on mélange les deux. À l'état final, on a θ final égale θ équilibre ou T final. Donc, on considère qu'il y a transformation totale de la masse de glace. Hein. On va donc essayer de trouver cette température finale. Donc, le premier corps, donc on a le mélange de deux corps. On va dire corps 1, c'est calorimètre plus M1 d'eau. Hein. Le calorimètre, on le remplace par une masse d'eau mu, hein, qui va recevoir, ou qui va fournir, puisque c'est le corps chaud, Q1, c'est M1 plus mu, hein, mu correspondant au calorimètre, c'est l'équivalent en eau. On le remplace par une masse d'eau pour simplifier les calculs. CE fois T final moins la température initiale. Hein. Corps 2, c'est masse de glace. Hein, la masse de glace. Il avait la température T2 ou θ2, hein, moins 3 Celsius, puis il va se transformer jusqu'à θ final ou T final, T2. Hein. Donc là, c'est la glace, c'est eau. Donc là, c'est le changement d'état. Donc, on va exprimer Q2. Donc là, c'est θ0, le changement d'état. Donc la quantité d'énergie transférée au morceau de glace pour qu'il augmente sa température de θ2 à θ0 ou de T2 à T0. C'est M2C glace, T0 moins T2. Plus, il y a un changement d'état. Donc là, c'est la masse fois L de fusion. Hein, c'est l'enthalpie de changement d'état. Hein. C'est M fois L fusion hein, à la température T0. Plus, puisqu'il va chauffer, donc ce sera M2 CO T final moins T0. Hein. Et en utilisant la relation du calorimètre, Q1 plus Q2 est égal à 0, puisque il n'échange pas, hein, l'échange se fait à l'intérieur, il n'y a pas d'échange avec le milieu extérieur. On déduit, donc on va écrire M1 plus mu CE T final moins T1 plus M2C glace T0 moins T2 plus M2 L fusion, la température T0 plus M2CE T final moins T0 égale à 0. Après, on peut déterminer, on peut vous demander de déterminer CE ou C glace ou T final ou mu hein, selon la question. Reste, par exemple, si on nous demande de déterminer la variation d'entropie hein, du système, hein, la variation d'entropie du système, donc delta S, hein, delta S, c'est delta S1 plus delta S2. C'est l'état condensé, c'est MCLN. Donc pour le premier corps, delta S1, c'est M1 plus mu, c'est M1 plus mu CE ln T final sur T1. Hein, c'est un condensé, c'est MCLN, puisque c'est constant. Delta S2, là, il faut faire attention, il y a deux parties. Il y a la partie solide, la partie liquide. La partie solide, c'est M2C glace ln T0 sur T1, T2, hein, température initiale pour la glace, plus l'entropie de changement d'état, c'est M2 L fusion divisé par T0, hein, à la température T0, plus M2, puisque c'est transformé en eau, ln de T final sur T0. Hein. Delta S, c'est la somme. S échangé égale à 0. Hein. S échangé égale à 0 parce que c'est un calorimètre calorifugé. Donc, S créé égale delta S. C'est positif. Donc, S créé est positif. Donc, delta S du système. Donc, c'est une transformation irréversible. Hein. Donc, on peut, à l'aide de ce principe, deuxième principe, on peut dire qu'on ne peut pas faire le chemin inverse.
pour ça qu'on appelle le deuxième principe un principe d'évolution. Donc, on peut, lorsqu'on fait le mélange, hein, solide avec le liquide, il y a spontanément, il y a fusion, hein, il y a échange thermique, mais on ne peut pas les séparer, c'est-à-dire revenir de l'état final, lorsqu'on a, c'est-à-dire l'état final, c'est mélange, hein, M1 plus M2 de l'eau, hein, on revient là, parce que la transformation est irréversible. C'est le deuxième principe qui dit ça.